J'appelle sans plus tarder Michel Josselin, qui est vice-président France de Parc Hyatt, et Elisa Remenard, Brand Love Manager chez My Little Paris. Voilà. Merci. Michel, on est très heureux de te recevoir. Parc Hyatt, le groupe Hyatt est un groupe international et un groupe dans un secteur qui est assez fortement challengé par l'arrivée de nouveaux acteurs. Est-ce que tu peux nous partager quelques chiffres d'abord du groupe et puis après effectivement les chiffres liés à ces nouveaux challengers? Oui, bien avec grand plaisir. Merci de nous recevoir tout d'abord. Comme vous l'avez souligné, Hyatt est un groupe qui se développe rapidement et particulièrement sur la France, puisqu'il a eu ces dernières années plusieurs acquisitions. On rappelle le Martinez, le Palais Méditerranée. On a le Palais de Martinez, on a maintenant le Hyatt Regency Paris Étoile, 1000 chambres qui est ancien Concorde. Nous avons aujourd'hui 7 hôtels en France et 3 projets sérieux, donc très rapidement une bonne croissance. En ce qui concerne les chiffres qui nous intéressent aujourd'hui, avec ce que j'ai pu écouter de mes prédécesseurs, c'est le care et donc les employés. Bien sûr. Donc, nous sommes aujourd'hui, ce qui nous encourage, c'est que nous sommes complètement dans cet esprit. Et nos chiffres aujourd'hui sur le Gallup nous donnent des résultats de 4,39 en 2015, donc une petite augmentation sur 2014, et ce qui nous encourage parce que nous focalisons complètement sur ce concept de care, on en parlera tout à l'heure. Oui, bien sûr. Et puis aussi en NPS, nous avons des chiffres, je regarde beaucoup le NPS moi personnellement parce que c'est lié au service et si le service, si la clientèle a la perception que le service est bien fait, inévitablement les employés sont engagés à faire ce service d'une façon satisfaisante et on obtient les chiffres qu'on souhaite. Mais je fais partie de ceux qui sont plutôt dans le concret et les chiffres c'est simplement le résultat ou un moyen de mesurer si les actions qu'on a prises ont été obtenues. Pourquoi cette culture entreprise est si importante en fait pour un acteur comme vous dans l'hôtellerie et comment vous la mettez en place au quotidien dans un métier de service comme le vôtre? Alors je dois dire que j'ai été très surpris aujourd'hui. Je dois avouer, je dois remercier Alexandre avec sa présentation parce que j'avais l'impression, on m'avait complètement préparé le terrain et en quelque sorte on parlait au nom du groupe Hyatt. Pourquoi? Parce que le groupe est en pleine activation, comme on l'appellerait. On a mis en place ce que la plupart des compagnies appellent higher purpose, le purpose, la raison d'être. Mais c'est une grande aventure, parce que vous l'avez bien expliqué en peu de mots. C'est une très grande aventure, mais aujourd'hui, nous sommes au début de cette aventure, c'est-à-dire que tous nos directeurs généraux, donc ça représentait 950 personnes qui ont lancé le premier jour d'activation il y a seulement 3 mois, avec la présence du chairman. Nous sommes une grande compagnie mondiale, mais quand même très petite. Le chairman détient 60% des actions, donc ça permet de s'engager vraiment là-dessus. Il y a énormément d'argent qui a été engagé sur ce projet de Purpose, plus de 20 millions de dollars là-dessus. Mais le challenge qui est très excitant, c'est que ce projet maintenant, ce Purpose va devoir descendre jusqu'au serveur et jusqu'au plongeur. Donc nous sommes au niveau des directeurs généraux qui sont en train de mettre en place dans leurs hôtels. Alors imaginez ce que vous avez entendu tout à l'heure, on remet tout en question. Bon, la cravate, je l'ai encore parce que je veux encore des clients, mais ça ne va pas durer. On a déjà... Moi, je vais dans les hôtels et je vais suivre les activations
parce ça commence par le dialogue, comme vous l'avez bien expliqué. On met pratiquement tout en place, ce que vous avez démontré tout à l'heure. Mais dans un hôtel qui fondamentalement est basé sur... Certains s'accrochent toujours à la tradition. Dans un hôtel, c'est intéressant, je dois dire, parce qu'on doit tout casser, on doit remettre tout en cause. Un point de repère d'une personne que j'aime beaucoup, c'est Simon Sinek, qui a fait la petite vidéo qui s'appelle Start with Why, que je vous encourage à regarder. Elle dit tout l'objectif de notre groupe. Et mettre tout ça en place, casser tous les codes qu'on a, y compris la présentation qu'on vient de voir dans les bureaux. J'ai levé la main quand on m'a demandé si je faisais partie de ceux qui vont mettre son bureau avec le tapis. Mais ça va être intéressant quand les clients viendront me voir avec le tapis. Mais on sait que ça va fonctionner. Certains hôtels ont déjà fait une journée d'uniforme libre. Ok. Les Charles de Gaulle, ils ont plus employés. Alors c'était intéressant aussi de voir cet enthousiasme de la part des employés dans le comportement, parce qu'ils ne devaient plus venir en uniforme, mais on s'apercevait qu'ils mettaient beaucoup plus d'efforts à soigner leur apparence, parce que maintenant ils venaient avec leur propre signature plutôt qu'avec un truc qu'ils n'étaient même pas convaincus et que la direction avait décidé de leur mettre sur les épaules. C'est un test intéressant. Quelle est votre politique et vos stratégies justement pour accompagner ces talents et essayer de développer leurs compétences? Notre politique, c'est tout d'abord d'engager. Fidéliser. Voilà, on a l'engagement du chairman et donc qui a mis en place toute une structure pour faire le suivi, parce que dans ce genre de projet, le plus grand risque, c'est que ça s'arrête très vite à un niveau. Et le challenge, c'est de pousser et d'encourager et d'arrêter, pour éviter qu'après une session, on sorte d'une réunion qui est enthousiaste, puis après c'est back to basic, retour business as usual. Donc la stratégie, c'est d'avoir mis plusieurs personnes qui vont régulièrement, ça fait aussi partie de mes responsabilités, c'est d'aller directement dans les hôtels et de participer ce qu'on appelle une activation, c'est-à-dire ces réunions où on challenge tout ce qu'on fait. Pourquoi on fait comme ça? Un bon exemple, et aussi, bien sûr, c'est lié à la clientèle, parce qu'on encourage tous nos employés à créer un vrai dialogue avec la clientèle. Et je prends un exemple pratique qu'on m'explique encore hier. On avait une habitude, vous allez dans un hôtel, vous recevez toujours un plat, un cadeau, une petite chose dans la chambre. Le nombre de fois où un client arrive, il reçoit un joli gâteau au chocolat, et puis avec un verre de vin rouge, alors que cette personne-là, elle déteste le chocolat parce qu'elle est diabétique, et puis surtout, la seule chose qu'elle boit jamais, c'est du vin rouge. Par contre, on ne le sait pas, systématiquement, c'est dans la chambre avec une petite carte de bienvenue. Et toutes ces choses-là sont remises en cause aujourd'hui pour arriver à savoir exactement qu'est-ce que veut le client, comment on va s'adapter à lui immédiatement, et à ce que cette façon de we care for the people arrive jusqu'au bout du client et fasse ensuite la différence, et que la clientèle dise tiens, il y a vraiment quelque chose qui a changé dans cette entreprise, je m'y sens bien, je reviendrai. Et voilà. The rest of the story. Le reste va se voir inévitablement un jour en résultat financier, mais je remercie un groupe comme la famille Pritzker, qui est propriétaire du groupe, qui a investi et qui sait qu'il y a la patience. Il sait que ce n'est pas une question de mois, c'est une question d'années. Bien sûr. J'avais une dernière question. Tu es dans une industrie qui est fortement multiculturelle. C'est-à-dire qu'à la fois, tu vas avoir une vaste origine de clients, de cultures différentes, et tu vas avoir du coup, côté service, côté talent, aussi une vaste différence de culture, d'origine et de nationalité, qui peut un peu différer de différentes entreprises qui ont pu intervenir ce matin ou qui sont vraiment plus, on va dire, franco-françaises. Est-ce que tu as un secret? Est-ce que tu as des best practices sur ce management multiculturel, en fait? Parce que c'est aussi un des points clés on ne peut pas tout aborder en une demi-journée, mais le digital et le multiculturel, c'est un enjeu extrêmement important aussi. Alors, effectivement, toucher du doigt un des grands challenges, et on l'a bien compris, puisque
le premier jour d'activation, on a reçu tous le même message qui a été bien travaillé pendant 3 jours pour passer ce message à tous les directeurs généraux, mais de tout le groupe, toute la planète. Donc il y avait des gens qui venaient du Japon, il y avait des gens qui venaient de la France et de l'Amérique du Sud. Et on a compris aussi qu'on allait tous retenir, traduire à notre façon cette culture et venir la mettre en place. Les Japonais vont le faire à la japonaise, lost in translation sinon. Hein. Et nous, en France, on va essayer de comprendre quel est le fondamental du message, écouter tous les consultants qui nous guident dans ce chemin, parce que c'est une aventure. Et ensuite, c'est très important que justement, à Paris, ce ne sera pas la même chose qu'à Rome, qui sera même en Europe, qui ne sera pas la même chose que les Allemands ne vont pas passer le même message. Ça va sûrement être plus difficile pour les Allemands d'enlever la cravate. Je ne suis pas allemand, je vous rassure tout de suite. Mais ça va certainement être plus difficile ou d'avoir certains changements dans le comportement que peut-être les Latins, etc. Donc oui, c'est très important et on va traduire ça à chaque culture à une adaptation différente. Michel, merci beaucoup Elisa. Très heureux de te recevoir. C'est vrai que on suit le groupe depuis le début. Est-ce que tu peux nous partager un petit peu l'évolution du groupe et comment un groupe avec aujourd'hui, alors vous avez démarré avec une newsletter de 50 subscribers. Vous en avez combien aujourd'hui d'abonnés sur Aujourd'hui, on a 2 millions d'abonnés sur nos différentes éditions médias et e-commerce. Waouh. Donc, en fait, moi, je suis... la première... je suis la première employée, effectivement. Je suis arrivée à l'époque en pépinière d'entreprise, on était 5. Okay. Aujourd'hui, on est une centaine et du coup, on a ces 12 marques médias et e-commerce qui sont présentes dans 3 pays. C'est... Le groupe Axel Springer vous a racheté. On a été racheté par le groupe Axel Springer, du coup. Et aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que même si on est 100, alors ça reste très petit par rapport au groupe Payat. Mais vous êtes tous des Y. On est tous des Y. La moyenne d'âge dans l'entreprise, elle est de 28 ans. Et du coup, même si on a grossi, il y a encore cette énergie qu'on sent dans tous les lancements, dans la vie au quotidien, dans les bureaux, et qui est hyper importante pour nous, cette énergie du coup start-up, avec à la fois cette dimension work hard, have fun dans la façon d'aborder le travail, mais aussi une place hyper large laissée à la créativité. Et du coup, cette génération Y aujourd'hui, ça implique aussi de fonctionner un peu différemment. Okay. Pour définir un peu cette génération, effectivement, avec une moyenne d'âge de 28 ans, nous, on est en plein dedans. Et c'est une génération hyper connectée, une génération à la fois narcissique et idéaliste, une génération qui est hyper curieuse, mais aussi qui zappe beaucoup et qui se lasse très, très vite. Donc ça fait qu'il y a d'autres enjeux aussi dans la façon de les accompagner et de les manager. Et du coup, nous, on a identifié 2 points principaux dans la culture d'entreprise et dans la façon de manager ces équipes particulières. Le premier point, c'est cette idée de se dire qu'il faut vraiment les embarquer dans une aventure. Il faut à la fois dans le storytelling des missions, dans le sens qu'on va donner, les embarquer avec nous et leur montrer aussi à quel point chacun intervient en fait et va jouer un rôle dans le développement de la boîte et des missions. Chaque personne, même le chef de projet le plus junior, même un stagiaire, en fait, quelque part, va avoir un impact sur le chiffre d'affaires de la boîte, sur le développement de notre base d'abonnés. Du coup, dans la façon de communiquer et de manager, c'est hyper important d'insister là-dessus. Et le deuxième point, c'est, je vous disais que c'est effectivement une génération hyper qui zappe beaucoup, et du coup il est vraiment nécessaire pour nous d'aller tout le temps la surprendre, de booster la créativité, et ça se ressent dans notre façon de construire la culture d'entreprise. Du coup, est-ce que vous avez théorisé, alors il y a ces 2 points-là, mais c'est quoi la culture d'entreprise gagnante quand on est 100% Y? Est-ce que tu pourrais donner 2-3 éléments complémentaires?
Du coup, nous, il y a vraiment 3 points qu'on a identifiés sur cette culture gagnante sur les millennials. Ouais. Le premier point, c'est l'idée de proposer une expérience en fait à part entière. C'est une génération effectivement qui va privilégier le côté, les expériences vécues sur l'idée de statut, de carrière. C'est des notions qui lui parlent plus. Et du coup, ça veut dire que cette expérience, il faut la faire vivre au quotidien. Ça passe d'abord par nos bureaux. Quelques exemples, ouais, vas-y. Ouais, nos bureaux, effectivement, quand on voit nos bureaux, c'est des anciens appartements donc, qui sont répartis dans un immeuble parisien sur 7 étages et avec une cuisine à chaque étage, chaque siège de bureau. Il y a une petite housse Liberty qui a été faite main. C'est des bureaux qui ressemblent vraiment à un appartement et du coup, on a une façon de travailler qui est différente, je pense, de la façon dont on peut travailler dans un bureau plus classique. Dans la façon aussi dont on va organiser nos brainstorms en interne. À chaque fois, on organise beaucoup de brainstorm dans la cuisine autour de choses à manger. Ça permet aussi d'être dans une autre approche. Mais aussi, on va se mettre dans des brainstorms qui vont venir nourrir les idées. Je pense par exemple, là, sur la box qui vient de sortir ce mois-ci, la My Little Box, c'était une box dédiée, spoiler, attention, mais qui est dédiée du coup... Ça va tweeter, là. Ouais, totalement. Qui est dédiée du coup à la food en fait, au côté cuisine, homemade, et on a organisé du coup les brainstorms chez Mimi Torison, qui est une blogueuse food qui vit dans le Médoc, et du coup on a emmené les équipes pour brainstormer dans le Médoc pour réfléchir au lancement de cette box-là. Et en fait, c'est important à chaque fois de se mettre dans un contexte expérientiel qui va privilégier le jaillissement d'idées. Donc le deuxième point, au-delà de l'expérience sur cette culture, qui est hyper important pour nous, c'est l'idée de rituel, parce que c'est comme ça que la culture va s'instaurer. Ça passe par des rituels de célébration. Donc on a des Friday Drinks qui sont des verres organisés tous les vendredis dans nos bureaux où on partage un peu tous les événements de la semaine. Mais on a aussi des rituels de célébration quand une nouvelle opération est signée. Ça passe par une grosse cloche qui est au dernier étage et qu'on va aller sonner pour annoncer qu'un nouveau partenariat a été lancé. Mais au-delà de la célébration, ça passe aussi cette culture par des rituels de créativité. En gros, dès le début, on s'est rendu compte que la créativité, ce n'était pas forcément lié aux personnes, qu'il n'y a pas de personne qui soit intrinsèquement créative, mais qu'au contraire, c'est lié à l'environnement autour de ces personnes, et que c'est cet environnement qui va les stimuler ou non. Et d'ailleurs, il y a pas mal d'histoires de gens qui ont été débauchés des employés de chez Apple, et qui du coup allaient chercher cette créativité, qui se sont rendus compte quand ces employés arrivaient chez eux, que la créativité n'était pas si forte que ça, et que c'était vraiment l'environnement qui avait permis de stimuler les équipes et de développer ça. Donc du coup, nous en interne, ça passe par des rituels. On a notamment les Creative Morning qui sont organisés une fois tous les 2 mois dans nos bureaux, avec une personnalité créative qui vient parler de son processus de créativité et de comment il trouve l'inspiration. Ça peut être à la fois un journaliste, un auteur, un comédien. On a eu François Morel il y a 2 mois, mais ça peut être aussi un boulanger. On a eu Apollonia Poilane il y a 4 mois. On a eu récemment un prêtre également. Donc ça peut paraître un peu surprenant, mais il nous a raconté en fait comment tous les dimanches il réussit à renouveler son discours en sachant qu'en fait dans ses homélies il va toujours parler de la vie, de l'amour, de la mort, et comment faire à partir de là pour raconter quelque chose de nouveau à chaque fois. Et du coup c'est des interventions qui à chaque fois nourrissent vraiment les équipes et qui sont un sujet de discussion pendant toute la semaine, tout le mois qui suit. Et au-delà de ça, le partage de créativité, il ne se fait pas seulement en mode top-down, il se fait aussi de manière plus... à tous les niveaux. Et c'est pour ça qu'on organise ce qu'on appelle des méga labs. Donc, c'est des conférences, des espèces de mini TEDx qu'on organise avec toutes nos équipes où chacun peut monter sur scène. C'est dans un petit théâtre parisien dans le 10e qu'on loue tous les mois pour l'occasion. Et chacun peut monter sur scène pour venir partager une inspiration, que ce soit une opération qu'il a menée en interne dont il a envie de partager les résultats, que ce soit un échec ou une réussite, parce que vraiment l'idée c'est de tout partager pour apprendre. Ça peut être un livre qu'il a lu. Moi, le mois dernier, j'ai partagé ma lecture sur le livre Work Rules, donc sur les RH de Google, qui, je trouve, apporte beaucoup de choses dans cette nouvelle façon d'appréhender le travail. Et ça peut être aussi juste un personnage inspirant, un nouveau business, et ça fait partie vraiment de tous ces rituels d'inspiration.
Et le troisième point, parce que du coup j'avais absolument. 3 points, je suis un peu longue, mais j'avais 3 idées sur cette culture. Le dernier point, c'est l'idée de sentiment d'appartenance, en fait, qui est essentiel sur cette génération de millennials où ils ont besoin de se sentir embarqués dans l'aventure. Et ça passe déjà en amont, avant même que les éléments rejoignent nos équipes. Quand on envoie en fait le contrat, le CDI, le contrat d'embauche, on l'envoie par coursier avec une bouteille de champagne, un bouquet de fleurs et un petit mot personnalisé par toutes les personnes qui ont rencontré le candidat lors des entretiens, ce qui permet déjà de dire bienvenue chez nous, tu vas faire partie de la tribu My Little. Après, on a tout un programme d'intégration qui est assez poussé avec des mini-conférences en interne, des rencontres, des déjeuners, un welcome pack quand les nouveaux employés arrivent à leur bureau. Leur poste est vraiment préparé avec des petites attentions, avec un livre lié à leur métier aussi pour leur dire tu vas continuer à apprendre quand tu seras en poste chez nous aussi. Et au-delà de ça, il y a pas mal de rituels en interne, notamment on a le rituel de la tasse, qui est un rituel un peu d'intronisation, où quand les employés passent leur période d'essai ou passent de CDD à CDI, on fait dessiner par Kanako, notre illustratrice, leur illustration, leur portrait, et on le fait du coup imprimer sur une petite tasse qui est du coup la tasse qu'ils ont au bureau. Et du coup, c'est un peu la consécration quand on fait partie des équipes d'avoir son dessin par Kanako, son dessin sur le site. On se rend pas compte comme ça, mais c'est énorme. Et c'est vrai que ça passe aussi par plein de prises de parole, d'outils en interne et d'événements. Et on a notamment fin d'année un culture book qui est édité tous les mois de décembre, qui est une espèce de yearbook avec tous les événements de l'année, à la fois les événements très business, mais aussi les événements plus perso qui se sont passés dans les équipes. J'ai une question concernant, si tu veux, l'évolution de cette génération Y, parce qu'on a quelques débats. Est-ce qu'elle va se Xifier, tu vois, en termes d'approche, d'interaction? Comment tu vois évoluer cette culture? Parce que je pense que sur 10 ans, les attentes vont évoluer. Est-ce que tu as une vision là-dessus? Parce que c'est prospectif, bien sûr, mais tu peux nous donner quelques billes, selon toi? Alors là-dessus, de toute façon, il faut pérenniser la culture actuelle et puis en même temps aller chercher de nouveaux leviers de fidélisation. C'est difficile en fait de prévoir à 10 ans parce que justement cette génération Y, elle prévoit pas du tout, elle prévoit pas du tout à 10 ans et là-dessus c'est un peu le discours du CEO de Saatchi & Saatchi, strategy is dead et les modes de fonctionnement de toute façon on peut pas prévoir sur cette durée-là. Nous la problématique face à laquelle on se retrouve aujourd'hui, c'est plus la problématique en grossissant de garder cette identité, de réussir à continuer à avoir cette culture aussi forte. Et pour nous, donc, à la fois en interne, ça passe par des relais en grossissant. On fonctionne, au début, My Little, c'était une seule tribu. Aujourd'hui, on fonctionne aussi par tribu métier. Donc, une tribu tech, une tribu édito, une tribu commerciale, une tribu créa. L'idée, c'est d'avoir des représentants dans chacun, des relais de cette culture dans chacune des tribus. Donc, on les appelle. Ça fait pas longtemps qu'on a fait ça. Ça fait 6 mois. Donc, je pourrais vous en dire plus sur le fonctionnement. Mais en tout cas, ça prend bien. On a mis en place des spirit managers qui sont dans chacune des équipes des responsables relais de cette culture. En fait, c'est des personnes qui ont été élues par le responsable de l'équipe en disant cette chef de projet, c'est la personne qui a toutes les petites attentions en interne, qui va faire attention aux anniversaires de chacun, qui à chaque fois qu'on organise un événement d'entreprise va mettre le plus de cœur à créer la surprise. Et donc du coup, on a ces espèces de petits émissaires de la culture en interne qui du coup nous permettent aussi de développer des sous-cultures, parce que l'interprétation de la culture My Little Paris, elle n'est pas tout à fait la même, je pense, sur le volet technique que sur le volet créa. Et au-delà de ça, nous, on a des problématiques aussi avec l'internationalisation. Mais là, j'ai pas encore toutes les solutions. On est passé par la mise en place d'un brand book qui nous permet d'écrire des choses qui étaient un peu intangibles. À l'époque, on était 5 autour d'une table, donc c'était facile de savoir un peu ce qui était My Little, ce qui l'était pas. Là, aujourd'hui, on sent qu'on a besoin aussi de le coucher sur papier et de rentrer dans les détails. Par exemple, sur une newsletter My Little, Fanny Péchoda, la fondatrice, dès le début, avait ce petit truc de se dire qu'est-ce qu'on va raconter en 3 mots à la machine à café. Et du coup, si on n'arrivait pas à définir en 3 mots ce qu'on allait raconter, ça voulait dire que la newsletter n'était pas shareable. Et du coup, on ne l'envoyait pas. Et ça fait partie un peu des valeurs de My Little, cette idée de la viralisation à chaque fois. Et ça fait partie des choses qu'on push sur le brand book. Après, concrètement, sur l'internationalisation, c'est plus compliqué et c'est quelque chose on n'a pas trouvé encore la solution.
On est présent aujourd'hui au Japon, au UK, et on se lance en fin d'année en Allemagne. Et on n'a pas trouvé encore tout à fait la solution, en toute honnêteté, pour réussir à exporter une âme sans exporter des personnes. Mais ça, on va essayer de s'inspirer, notamment de tout ce qu'on peut entendre aujourd'hui sur Hayat et sur les autres interventions. Merci beaucoup Elisa, merci beaucoup Michel pour ces témoignages. Bonne continuation.